Bonjour, très rapide disclaimer avant que vous commenciez la vidéo, elle a déjà été mise en ligne mais elle a été bloquée par YouTube à cause de plusieurs extraits que j'utilisais, du coup j'ai dû les enlever. Du coup si vous trouvez 2-3 petites coupures un peu bizarres ou des épisodes où j'ai pas mis d'extrait, vous savez pourquoi. Dans tous les cas, j'espère que vous apprécierez quand même la vidéo, ça fait 3 mois que je travaille dessus et je suis très fier de vous présenter ça. Bon visionnage. Au début de la série en 1963, l'une des idées de base de Doctor Who était d'en faire une série historique et éducative et de mettre en scène différents événements de l'histoire. C'est ainsi que la série fut parsemée d'épisodes historiques dans lesquels on peut ainsi voir le Docteur voyager avec Marco Polo, inspirer l'incendie de Rome ou même être témoin du massacre de la Saint-Barthélemy. Ce concept fut progressivement jugé désuet par les différents producteurs ainsi que par Patrick Troughton et The Highlander et le dernier épisode basé sur cette idée jusqu'à Black Orchid en 1982. Bienvenue, chers voyageurs, pour un voyage à travers l'espace et le temps. Après un long processus de création, la série débutera sur un épisode en 4 parties de 25 minutes, appelé An Unearthly Child. Ce premier épisode, dont la première partie servira d'introduction à toute la série, s'inscrit dans la liste des épisodes à caractère historique, c'est-à-dire des épisodes qui ne comprennent pas d'éléments de science-fiction, un épisode où le Docteur se retrouve mêlé à d'importants faits historiques. Écrit par Anthony Coburn et diffusé du 23 novembre au 14 décembre 1963, il emmène le Docteur, sa petite fille Suzanne et les professeurs Ian et Barbara à la préhistoire à la rencontre des violents hommes des cavernes. L'épisode est classé 78e sur 241 au classement des épisodes du Doctor Who Magazine, résultat d'un sondage pour les 50 ans de la série. How can an old man like me harm any of you? What does he say? Fire? He says he can make fire for us. L'épisode répond aux attentes du créateur Sidney Newman, de la productrice Verity Lambert et du showrunner David Whittaker. La première partie attire près de 6,6 millions de téléspectateurs qui sont conquis par le réalisme du scénario et des personnages. Mais l'épisode est, de nos jours, surtout connu pour avoir introduit Doctor Who et non pour son côté historique pourtant très réussi. Il est l'un des 2 épisodes à avoir été novélisé en France dans les années 80 par la maison d'édition Garancière sous le titre de « Le Doctor Who entre en scène ». Mais Doctor Who prendra un virage dès son 2e épisode en 1964, The Mutants, un récit futuriste et cauchemardesque de science-fiction en totale contradiction avec les souhaits de Sidney Newman. Il acceptera tout de même la production de l'épisode en 7 parties qui introduira les célèbres Daleks qui, avec leur succès fou, fixèrent l'audience à près de 10 millions de téléspectateurs par partie. Cet épisode influencera la suite de la série qui s'orientera de plus en plus vers la science-fiction pour séduire le public. Sidney Newman avait rencontré au Canada John Lucarotti, un scénariste qui a écrit une pièce radiophonique autour de Marco Polo, avec qui il travaillera plus tard en Angleterre. John rencontre Verity Lambert et David Whittaker et accepte de se servir de ses connaissances pour écrire un épisode à caractère historique pour Doctor Who. John se base sur le livre des merveilles, un livre retraçant les aventures de Marco Polo. Il décide de se pencher sur son premier voyage en 1275 et de son escorte de la princesse Cochinchine en 1292. Certains détails que prononce Marco Polo dans cet épisode au moment d'écrire ses mémoires sont réellement tirés de ses mémoires. Now my caravan seethed with suspicion and discontent as we journey southwest.
The route takes us to the ancient cities of Suchao and Kanchao, where the Great Wall of Cathay begins. L'épisode possède un anachronisme. Marco Polo arrive à Pékin alors que la ville s'appelait à l'époque Kambaluk. Justement, dans cet épisode, le docteur et ses compagnons se retrouvent à suivre Marco Polo à travers le pays de Cathay, tout en tentant de le raisonner, puisqu'il a l'intention de donner le Tardis en cadeau à l'empereur Kubilai Khan. Marco Polo est à ce jour un des récits historiques les plus appréciés de toute l'histoire de la série. Malheureusement, Marco Polo, comme beaucoup d'épisodes de cette époque, a vu ses bobines être effacées par la BBC. En effet, à cette époque, les bobines étaient très chères, et donc certains programmes non destinés à la rediffusion étaient effacés. De cet épisode, il reste les pistes audio enregistrées par le réalisateur Waris Hussein, et quelques vingtaines de photos par épisode, qui ont été recolorisées pour mettre en valeur la beauté des décors. Mais alors, comment peut-on voir l'épisode aujourd'hui ? Une version courte de 30 minutes est disponible en bonus sur le DVD de The Edge of Destruction. Sinon, sur internet, chaque partie est disponible en intégralité, en reconstitué. We have guests, Big Joe. They are cold and hungry. Yes, Mr. Malcolm. Sit down, Doctor. Les 7 parties de l'arc réunissent chacune 10 millions de téléspectateurs, diffusées du 22 février au 4 avril 1964. C'est avec cet épisode que Doctor Who fait pour la première fois la couverture de Radio Times, le magazine de référence en Angleterre. L'épisode est à la 84e place sur 241 au classement du Doctor Who Magazine et est l'épisode favori de l'interprète de Suzanne, Carole Ann Ford, puisqu'il lui offre quelques scènes mémorables avec Ping Shaw. Oh, le point historique, c'est ça. Marco Polo est un marchand vénitien né le 15 septembre 1254 à Venise et mort le 8 janvier 1324 dans cette même ville alors qu'il était marié et père de 3 filles. Il est principalement connu pour son livre des merveilles qu'il a écrit dans la prison de Gênes en écho à son voyage. Il est parti avec son père Niccolo et son oncle Matteo à 17 ans pour l'Asie. Avec eux, il a servi l'empereur mongol Kubilai Khan. Ce n'est pas le premier à atteindre la Chine, mais son récit extraordinaire a influencé Christophe Colomb, et son voyage a duré 26 ans. Et ce qui est amusant avec Marco Polo, c'est qu'à ce jour, personne ne sait encore si son récit a réellement eu lieu. Ayant atterri sans le vouloir au milieu d'une tombe aztèque, Barbara est prise pour la réincarnation de la prêtresse Yetaxa. Traitée comme une déesse, elle souhaite que les Aztèques en finissent avec les sacrifices humains, mais le docteur l'avertit, le temps ne peut être changé. L'épisode The Aztecs, diffusé du 23 mai au 13 juin 1964, est l'un des points culminants de cette première saison. L'épisode fit entre 7,4 et 7,9 millions de téléspectateurs lors de la diffusion, confirmant une légère baisse d'audience entamée avec Marco Polo. David Whittaker vient trouver John Lucarotti pendant la production de Marco Polo en lui demandant de signer un nouvel épisode à caractère historique. Lucarotti décide d'envoyer le docteur à la rencontre des Aztèques, peuple dont les ruines l'avaient fasciné quand il se trouvait à Mexico. Lucarotti se demandait comment un peuple si avancé en médecine, en astronomie et en agriculture était ignorant de la roue et pratiquait encore des sacrifices. Il écrit son épisode durant un voyage à Majorque. L'épisode est réalisé par John Crockett, qui a déjà travaillé sur l'épisode 4 de Marco Polo auparavant. Le concepteur Barry Newberry a basé ses décors sur des livres et des documentaires sur les Aztèques, mais il a rencontré beaucoup de difficultés en raison des informations limitées sur la civilisation. I, Clothocso, high priest of sacrifice, call upon you to look with favor upon our land. Give us the water that is our life, and we will honor you with blood. No! Stop! I, Yetaxa, command you. There shall be no more blood spilt. Les premières restrictions en termes de voyage dans le temps ont été introduites par David Whittaker dans cet épisode. Le docteur est consterné par les intentions de Barbara, qui tente de persuader la civilisation du XVe siècle d'arrêter les sacrifices humains. SFX Magazine donnera la note de 3 sur 5, notamment pour la prestation de Jacqueline Hill, interprétant Barbara Wright. Il trouve toutefois forcée la partie éducative, ainsi que la formalité du langage. L'épisode est à la 61e place sur 241 au classement du Doctor Who Magazine. Au cours du XVe siècle, le peuple amérindien des Aztèques domine les autres peuples amérindiens du Mexique central.
Nouveau venus dans la région, les Aztèques ont assimilé différents aspects des civilisations plus anciennes, en particulier celle des Toltèques. En quelques décennies, ils ont créé une civilisation très évoluée, fondée en grande partie sur le mérite individuel. La conquête rapide et brutale faite par les Espagnols à partir de 1519 a brisé net le développement de cette jeune civilisation. Ce peuple est aussi très connu pour ses croyances et ses sacrifices humains. The Reign of Terror conduisit le docteur et ses compagnons non loin de Paris en 1794. Pris pour des rebelles, les compagnons du docteur sont emprisonnés et seront mêlés à divers complots, dont celui de James Sterling, un agent anglais infiltré en France et tentant de renverser le pouvoir de Robespierre. Hey, this is signed by Robespierre. Robespierre. Must be a... Now, wait a minute. The doctors put us down right in the middle of the French Revolution. The Reign of Terror. Fin 1963, le dernier épisode de la première saison de Doctor Who devait s'intituler Doctor Who and the Red Fort, une histoire en 7 parties se déroulant pendant la rébellion indienne de 1857 et écrite par Terry Nation. Cependant, en janvier 1964, peu de travaux avaient été effectués sur l'épisode et Terry Nation était en train d'écrire The Keys of Marinus. Le showrunner David Whittaker a ensuite confié l'épisode à Dennis Spooner, qui était à l'origine intéressé pour écrire une histoire de science-fiction. Mais Whittaker cherchait un épisode historique. Dennis Spooner décida finalement de se concentrer sur la Révolution française, un décor initialement suggéré par l'acteur William Russell, interprète de Ian Chesterton. Le réalisateur hongrois Henrik Hirsch a été choisi pour diriger l'épisode, tandis que Stanley Myers composait la musique. Myers a créé 28 minutes de musique pour l'épisode, en s'inspirant de la musique française, comme par exemple l'hymne national, la Marseillaise. L'épisode est diffusé du 8 août au 12 septembre 1964. De nos jours, 2 des 6 parties sont perdues. Il n'en reste que des photos et la bande-son. Ces 2 parties ont été animées et ont permis la sortie DVD de l'épisode. Le rôle de Robespierre dans cet épisode est plutôt faux historiquement. Il n'a jamais vraiment été le chef de la terreur. Tout comme celui de Napoléon Bonaparte, qui n'était que général de brigade et n'a jamais conspiré avec Barras. Une erreur est faite par Robespierre durant l'épisode, qui donne la date du 27 juillet 1794, alors qu'il aurait dû dire le 9 thermidor de l'an 2. Tu t'es trompé de calendrier, mon gars. L'audience tourna autour des 7 millions de téléspectateurs par partie. La réception a été mitigée avec des critiques visant l'histoire et des inexactitudes, une des contraintes majeures des épisodes historiques. Ian Berryman du magazine SFX donnera la note de 2 sur 5, estimant que, passé la première partie, l'épisode devient creux et qu'il échoue totalement sa mission initiale d'éduquer sur la Révolution française. Il se classera 170e sur 241 au classement du Doctor Who Magazine, mais restera l'épisode favori de William Hartnell, l'interprète du premier Docteur. La Révolution française de 1789 est un élément fondateur de la France moderne. Très mécontent de l'injustice sociale, fiscale et politique qu'il subit, le tiers-état, c'est-à-dire 98% des Français, détruit l'ancien régime et la monarchie absolue qui caractérisait jusqu'alors la France. Mais la reconstruction d'une France nouvelle et la stabilisation politique vont demander une dizaine d'années et créer des luttes politiques et sociales entre les Français. Ah oui, on parle aussi beaucoup de Robespierre dans l'épisode. Maximilien de Robespierre, né le 6 mai 1758 et mort guillotiné, ironie du sort, le 28 juillet 1794 à Paris, a été le plus influent des chefs révolutionnaires français entre 1793 et 1794. Pour vaincre les ennemis intérieurs et extérieurs de la République, il a soutenu des mesures exceptionnelles et très rigoureuses appelées la Terreur, pendant laquelle les riches sans culottes étaient guillotinés. Capiche l'ironie du sort ? Les ennemis de la République étant repoussés, Robespierre veut mettre en place un régime politique républicain. Il est alors victime d'un complot organisé par les révolutionnaires qui voulaient arrêter la terreur. Ah oui, il y a aussi beaucoup fait mention de Napoléon Bonaparte durant l'épisode. Napoléon Bonaparte est un homme d'État français, né le 15 août 1769 et mort le 5 mai 1821. Par le coup d'État du 18 Brumaire en 8, le 9 novembre 1799, il renverse le gouvernement républicain du Directoire et installe le consulat. Bonaparte est nommé premier consul et met en place un régime politique où il dispose de l'essentiel du pouvoir.
Il réforme alors profondément la France en assurant la domination de la bourgeoisie face aux revendications populaires. Nommé empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier de 1804 à 1815, il poursuit la guerre contre les autres pays européens qui veulent éliminer le danger représenté par la France révolutionnaire dont il est le continuateur. Maître de l'Europe en 1810 après de grandes victoires comme Austerlitz, sa politique rencontre de nombreuses oppositions. Malgré des conquêtes, la défaite sans appel de Waterloo le 18 juin 1815 le contraint à une seconde abdication. Les Britanniques l'exilent sur l'île de Saint-Hénel, où il meurt en 1821. Se déroulant sous le règne de l'empereur romain Néron au moment du grand incendie de Rome, le 4e épisode de la 2e saison met en scène le premier docteur et ses nouvelles compagnes de voyage Vicky, enquêtant sur l'intrigue entourant la mort d'un joueur de lyre, qui était sur le point de se produire au palais de Néron à Rome. En même temps, Ian Chesterton se rend au palais de Néron pour sauver sa collègue institutrice Barbara Wright, qui avait été vendue à la femme de Néron, Poppée, comme esclave. L'histoire est remarquable pour son utilisation de l'humour. Dès avril 1964, l'idée d'avoir les aventures du Docteur dans la Rome antique courait parmi les scénaristes. Le 14 avril, un épisode du nom de The Romance figurait déjà dans le planning de la série. Le 31 août, Dennis Spooner fut engagé pour écrire l'épisode. À ce moment, il était déjà prévu que Spooner soit le prochain showrunner de la série, en remplacement de David Whittaker, et que son implication permettrait de mieux définir le caractère de Vicky, dont l'introduction dans la série devait se faire dans l'épisode précédent, The Rescue. La productrice Verity Lambert suggéra que l'épisode devait être écrit sur un ton comique, afin de pouvoir renouveler la tonalité de la série. Dennis Spooner s'inspirera du film de 1951, Quo Vadis, pour écrire l'épisode, et préféra volontairement aborder l'incendie de Rome sous l'idée du mythe de Néron en tant qu'empereur fou et mégalomaniaque. Pendant la diffusion des 4 parties du 16 janvier au 6 février 1965, la série passa de 13 millions de téléspectateurs à 12 millions avec un creux à 10 millions pour la partie Conspiracy, qui eut le défaut d'être diffusée le même jour que l'enterrement de Winston Churchill. L'épisode est à la 131e place sur 241 au classement des épisodes du Doctor Who Magazine. Néron est un empereur romain né à Antium le 15 décembre 37 qui s'est suicidé le 9 juin 68 à Rome. Coupable de nombreux assassinats au sein de sa famille, il était très impopulaire auprès des sénateurs. Il organisa les premières persécutions des chrétiens. Il est le 5e et dernier empereur romain de la dynastie Julio-Claudienne. Il régna de 54 à 68. L'incendie d'une partie de Rome en 64, comme montré dans l'épisode de Doctor Who The Romance, lui permet de faire bâtir un palais sur le mont Esquila. Pour détonner la colère de la plèbe, c'est-à-dire le peuple, il fait attribuer l'incendie aux chrétiens. Le Tardis se matérialise près de Jérusalem au XIIe siècle, se retrouvant en plein milieu d'une bataille entre les croisés et l'armée de Saladin. Barbara est enlevée. Tentant de la délivrer, le docteur et ses compagnons se heurtent au refus du roi Richard Cœur de Lion. C'est le 6e épisode de la saison 2, en 4 parties, diffusé du 27 mars au 17 avril 1965. L'histoire se déroule près de Jérusalem, en Palestine, pendant la 3e croisade. Seules 2 des 4 parties sont conservées dans les archives de la BBC. 2 sont toujours portées disparues. Il n'en reste que l'audio et des photos. Why not? Are you deaf? We do not trade with Saladin today. Not today, not tomorrow, nor any day henceforth. Our young friend is a woman, sire. Have pity, let us help her. Please, your majesty. Understand this. This woman can rot in one of Saladin's prisons until her hair turns white. L'épisode a été écrit par David Whittaker, l'ancien showrunner de la première saison, jusqu'à début novembre 1964. Le scénario a alors le titre provisoire de The Saracens' Horde, la Horde sarrasine, ou The Lion Earth, Cœur de Lion, et se base sur 2 éléments étant arrivés en 1191. Les projets du roi Richard Cœur de Lion pour marier sa sœur, Jeanne d'Angleterre, à Saffadin, et l'emprisonnement de William des Préaux, pris pour le roi. Le scénario contenait des dialogues qui sous-entendaient une relation incestueuse entre le roi et sa sœur. William Hartnell, estimant qu'il s'agissait du matériel inapproprié pour Doctor Who, fit supprimer les lignes incriminées. L'épisode amorça une baisse de l'audience en comparaison avec l'épisode précédent The Web Planet, passant de 13 millions à 9 millions de téléspectateurs.
L'épisode est loué pour sa vision non partisane du conflit. Richard Cœur de Lion et Saladin sont deux rois en guerre qui ont tous deux leurs défauts et leurs qualités. Saladin est calculateur mais compatissant, Richard est dans l'émotionnel. En 2008, Radio Times rendit un avis favorable sur l'épisode, estimant qu'il s'agit du premier épisode où la production marche à la perfection sur tous les aspects. Il salue l'idée de couper en deux l'équipage du TARDIS afin de pouvoir montrer les deux côtés de la croisade. L'épisode est classé 128e sur 241 selon le Doctor Who Magazine. Il a lui aussi été novélisé en France dans les années 80. All this trouble. Here comes the king. I would speak with my brother. Oh? What's this I hear? I can't believe it's true. Marriage to that heathenish man, that infidel. We will give you reasons for it. This unconsulted partner has no wish to marry. I am no sack of flour to be given in exchange. It is expedient. The decision has been made. Not by me and never would be. Joanna, please consider. The war is full of weary, wounded men. This marriage wants a little thought by you, that's all. Then you'll see the right of it. And how would you have me go to Saffordin? Ah, vous voulez en savoir plus sur les croisades, hein, c'est ça? Ok. À partir de la fin du XIe siècle et jusqu'à la fin du XIIIe siècle, les croisades commencent. Ce sont des expéditions militaires entreprises par les chrétiens d'Europe en direction du Proche-Orient, c'est-à-dire la Syrie et la Palestine, qu'ils considèrent comme la Terre Sainte. Une personne qui part en croisade est un croisé et prend la croix. La troisième croisade, qui débutera en 1189 et s'achèvera en 1192, est une série d'expéditions menées par Frédéric Barberousse, empereur germanique, Philippe Auguste, roi de France, et Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, dans le but de reprendre Jérusalem et la Terre Sainte à Saladin. Cette croisade a permis la reprise d'un certain nombre de ports de Terre Sainte, mais n'a pas permis la reconquête de l'arrière-pays, ni la reprise de Jérusalem. En 1192, il s'entend avec le chef musulman Saladin pour garantir pour une période de 3 ans l'accès des pèlerins chrétiens à Jérusalem. C'est pendant cette croisade que se déroulent les événements de l'épisode The Crusade. Le TARDIS, avec le docteur Vicky et Steven à son bord, ayant atterri en plein milieu du combat entre Achille et Hector, le docteur est pris pour Zeus déguisé en mendiant. Il est amené à rencontrer les héros de la guerre de Troie, Ulysse, Agamemnon et Ménélas. C'est le 3e épisode de la saison 3, contenant 4 parties diffusées du 16 octobre au 6 novembre 1965. Stop! You must not kick a man when he is down. Écrit par le scénariste Donald Cotton, cet épisode, qui voit la dernière apparition de Maureen O'Brien dans le rôle de Vicky, est considéré comme disparu par la BBC. Seules quelques photos et les pistes audio des épisodes existent. Les reconstitutions des 4 parties sont disponibles sur Internet. Donald Cotton, l'auteur de cet épisode, fut contacté en avril 1965 par Donald Tosh au moment où il allait devenir le prochain showrunner de la série Doctor Who. Cotton et Tosh se connaissaient depuis longtemps et Cotton avait déjà scénarisé des pièces radiophoniques de la BBC. Connaissant son potentiel comique et son amour pour la mythologie grecque, Tosh propose alors à Cotton d'écrire un scénario sur la guerre de Troie. Cotton eut l'idée d'un docteur paradoxalement contraint de construire le cheval de Troie alors qu'il ne veut pas interférer le cours du temps. Le script de l'épisode fut écrit au cours de l'été 1965. Les différents noms des parties étaient des jeux de mots qui furent jugés de mauvais goût et remplacés. À l'origine, la première partie devait s'intituler Deux Ex Machina, le dieu sorti de la boîte, et la dernière Is a Doctor in a Horse, y a-t-il un docteur dans le cheval? Et franchement, ces noms auraient été vachement drôles. Malheureusement, seul le titre original de la deuxième partie, Small Prophet Quiet Return, Petit Prophète Grand Mérite, fut conservé. It should be a huge horse, about 40 feet high. What good would that be? We build it hollow, and we fill it with soldiers and leave it on the sandy plain for the Trojans to capture it. And it's just possible that the Trojans will come out and take the horse back into the city. And the Greeks pretend to sail away. L'épisode fit un score dans la moyenne de la série, environ 8 millions de téléspectateurs par partie.
Il fut assez mal accueilli par les téléspectateurs qui s'attendaient à revoir les Daleks immédiatement après les prémices de Mission to the Unknown, tandis que la critique moderne est plutôt bienveillante envers cet épisode qui donne un côté humoristique au monde de Troie et ayant un humour bien plus sophistiqué que The Romance. Il se classe 145e sur 241 au classement du Doctor Who Magazine. L'un des pièges des épisodes historiques a frappé The Mythmaker. Dans la troisième partie, nous apprenons que le docteur est familier du cheval de Troie puisqu'il a lu l'Odyssée d'Homère, et pourtant c'est le docteur lui-même qui suggère l'idée du cheval à Ulysse. Il crée ainsi la plus grande source de maux de tête pour les scénaristes de Doctor Who, un paradoxe temporel. Ah, la guerre de Troie. On la connaît tous, bien sûr, grâce au célèbre récit d'Homère. La guerre de Troie est un conflit légendaire provoqué par l'enlèvement d'Hélène, reine de Sparte, par le prince troyen Paris. En rétorsion, Ménélas, son époux, lève avec son frère Agamemnon une expédition rassemblant la plupart des rois grecs, qui assiègent Troie et remportent finalement la victoire au bout de plusieurs années. La guerre de Troie est le cadre dans lequel se déroule l'épopée de l'Iliade, qui met en scène les dieux et les héros grecs et troyens. Paris, en l'an 1572, alors que le docteur est parti voir les avancées d'un apothicaire s'intéressant aux microbes, Steven se retrouve mêlé à un groupe de huguenots quelques jours avant le massacre de la Saint-Barthélemy. C'est le 5e épisode de la saison 3, contenant 4 parties diffusées du 5 au 26 février 1966. Cet épisode, se déroulant dans la France du XVIe siècle, a été totalement perdu par la BBC. Ne reste que l'audio des épisodes et quelques photos. Des reconstitutions existent sur Internet. I suppose there's no point in going to see him. None, unless you want to be thrown into prison for heresy. I wonder. The girl was clearly frightened. Cela faisait longtemps que John Lucarotti devait écrire un nouvel épisode historique, domaine qu'il affectionne particulièrement pour Doctor Who. En février 1965, le showrunner Dennis Spooner contacte Lucarotti afin qu'il écrive un épisode. Il s'accorde sur la mutinerie des Indiens de 1857, un sujet sur lequel Terry Nation s'était déjà essayé. Son script The Red Fort sera, souvenez-vous, remplacé par The Reign of Terror. Hélas, la production souhaite que les épisodes historiques ne dépassent pas le cadre des années 1600 et rejette le projet en mars. Lucarotti développe alors un script sur la découverte de l'Amérique par les Vikings, mais entre-temps, John Wiles devient le nouveau producteur de la série et Donald Tosh le nouveau showrunner. Tosh et Wiles voulaient que la série devienne plus noire et plus sérieuse, le script de Lucarotti n'est pas poursuivi. Eh ben, quelle péripétie cette écriture! Ayant obtenu à l'époque un engagement de la part de Dennis Spooner, Lucarotti commence à menacer la production, et Donald Tosh intervient pour lui proposer un nouveau script basé sur les conflits religieux. Le thème du massacre de la Saint-Barthélemy est choisi. Lucarotti s'inspire de la ville d'Amboise, à l'époque où le siège des Huguenots est en guerre contre la maison catholique des Guises. L'été avançant, Tosh et Wiles s'aperçoivent que depuis le départ de Maureen O'Brien de la série, le docteur n'a plus de compagnon féminin fixe. Et il demande à Lucarotti d'introduire un nouveau personnage dans la série, ce qu'il fera avec le personnage de la jeune servante huguenote, Anne Chapley. À l'automne, Donald Tosh et John Wiles se séparent de Lucarotti, payent son script et décident de le retravailler. Ils s'aperçoivent en outre qu'Anne Chapley risque de poser le même problème que Katharina. Un personnage issu d'une époque reculée par rapport aux spectateurs et qui risque par conséquent d'être en complet décalage avec le reste de l'équipage. Ils réécrivent alors le scénario, de sorte qu'en une pirouette scénaristique, le docteur n'embarque pas Anne, mais l'une de ses descendantes, Dodo. Ayant appris les changements faits sur son script par Donald Tosh, Lucarotti souhaite ne pas être crédité comme scénariste sur cet épisode. Anecdote sur l'épisode. Le docteur parle à Preslin des avancées en Allemagne d'une invention qui deviendra le microscope. Anachronisme assez flagrant dans l'épisode, on y voit le roi Charles IX jouer au tennis, un sport inventé 3 siècles plus tard. See how honest men are treated in France.
L'épisode connut une audience assez décevante comparée aux précédentes, entre 5 et 8 millions de téléspectateurs. La critique moderne a plutôt tendance à reconnaître cet épisode comme l'un où le côté historique est très bien exploité. C'est d'ailleurs l'un de mes épisodes historiques favoris. Il est à la 100e place sur 241 au classement du Doctor Who Magazine. Ouf, ça c'est pas facile à aborder. Au XVIe siècle, les guerres de religion opposent les catholiques et les protestants, aussi appelés huguenots. La base du conflit est la volonté des catholiques d'interdire le développement du protestantisme en France. Le massacre de la Saint-Barthélemy et le massacre de protestants déclenché à Paris le 24 août 1572, jour de la Saint-Barthélemy, prolongé pendant plusieurs jours dans la capitale, puis étendu à plus d'une vingtaine de villes dans les Provences durant les semaines suivantes. Dans l'épisode, le docteur parle de 10 000 morts à Paris, mais on estime en réalité le nombre de protestants tués à 2 000 à Paris et entre 5 000 et 10 000 en province. L'épisode se termine par le début du massacre, sans le montrer bien sûr. On parle aussi beaucoup dans l'épisode de Gaspard de Coligny. C'était un amiral de France et un huguenot. Catherine de Médicis, estimant que son influence sur son fils, le roi Charles IX, était trop grande, mena une conspiration pour le faire assassiner le 22 août 1572. Il fut blessé lors de cette tentative, comme montré dans l'épisode, et tué 2 jours plus tard lors du massacre de la Saint-Barthélemy. Pris d'un mal de dents, le docteur fait atterrir le TARDIS au Far West dans la ville de Tombstown. Là, une série de quiproquos l'amènera, lui et ses compagnons, à participer malgré eux à la fameuse fusillade d'Ok Carroll. Ça c'est plus fun, ça j'aime bien, ça on s'amuse. La fusillade d'Ok Carroll est un affrontement qui s'est déroulé le mercredi 26 octobre 1881 dans la ville de Tombstown, en Arizona, aux États-Unis. Bien que seulement 3 hommes ont été tués durant le combat, il est généralement considéré comme la plus célèbre fusillade dans l'histoire de la conquête de l'Ouest. Il vit s'affronter les frères Wyatt Earp, Morgan Earp, Virgil Earp, associés de Doc Holliday, contre Frank McLaury, Tom McLaury, Billy Claiborne, Ike Clanton et Billy Clanton. Mis à part Charlie le barman, tous les personnages de l'épisode The Gunfighters ont réellement existé. Mais la fusillade ne s'est pas du tout passée telle qu'elle est racontée dans l'épisode. Certains personnages n'y sont pas morts, d'autres n'y ont pas participé. En bref, l'épisode n'a vraiment pas respecté le déroulé historique. C'est là qu'on commence à sentir que les scénaristes montrent moins de motivation face aux épisodes historiques. The Gunfighters empruntait beaucoup au genre cinématographique du western. Le réalisateur Rex Tucker a même tourné la confrontation finale au studio Ealing pour pouvoir filmer et monter sur pellicule. C'est l'épisode 8 de la saison 2, contenant 4 parties diffusées du 30 avril au 21 mai 1966. Donald Cotton fut appelé par le producteur John Wiles et le showrunner Donald Tosh, avec dans l'idée de s'attaquer de façon humoristique à un autre genre, le western. Une idée évoquée plusieurs fois par l'acteur William Hartnell, interprète du premier Docteur. Le 30 novembre 1965, Cotton décida qu'il prendrait pour scénario celui de la fusillade d'Ok Carroll et contacta un de ses amis, Tony Snell, vivant aux États-Unis et ayant visité Tombstown, la ville dans laquelle se déroulera l'action. He knew Johnny's name and he spoke it out loud. Now Charlie the barman has gotten a shroud. À la fin 1965, John Wiles et Donald Tosh quittèrent l'équipe de la série et furent remplacés respectivement par Innes Lloyd et Gary Davis. Ceux-ci n'aimaient pas vraiment les épisodes historiques et la tonalité comique ne correspondait pas à la science-fiction sérieuse qu'ils voulaient instaurer dans Doctor Who. Mais l'épisode, heureusement, fut quand même produit. Il fut décidé qu'une musique, The Ballad of the Last Chance Saloon, la ballade du saloon de la dernière chance, servirait de lien entre les différentes parties. C'est d'ailleurs ce qui donne un rythme assez différent et original à l'épisode.
À l'origine, Dodo devait chanter et Steven jouer du piano, mais devant les piètres performances de l'actrice en tant que chanteuse, ils durent échanger leurs rôles. La chanson est d'ailleurs réellement interprétée par Linda Baron. J'adore tout particulièrement cet épisode, qui se démarque pour son récit rythmé par la chanson. Mais l'épisode figure comme la chute d'audience la plus forte de toute la période du premier Docteur, passant de 8 millions à 5 millions de téléspectateurs. L'épisode fut très mal reçu par les critiques, ainsi que par les téléspectateurs, ce qui décidera le producteur Innes Lloyd à laisser tomber les épisodes historiques pour orienter la série vers de la science-fiction. Les téléspectateurs tests de la BBC reconnurent que si l'idée de placer le Docteur dans un western était bonne, l'histoire était assez mal écrite et que son dénouement partait dans le n'importe quoi. Il se retrouve 202e du classement des épisodes par le Doctor Who Magazine. Le Docteur et ses deux nouveaux compagnons Polly et Ben arrivèrent sur la côte de la Cornouaille au XVIIe siècle. Le Docteur obtient involontairement des indices sur le lieu où se trouve le trésor d'un pirate. Pour la première fois de la série, les producteurs décident d'abandonner un temps les studios londoniens et offrent 5 jours de tournage dans la région des Cornouailles. La réalisatrice Julia Smith connaissait assez bien les lieux idéaux à filmer. Il s'agit du second scénario de Doctor Who écrit par Brian Holes. En mars 1966, peu de temps après avoir fini The Celestial Toymaker, celui-ci est engagé pour écrire un épisode dont le titre provisoire se trouve être « Les nazis ». Mais le nouveau showrunner Gary Davis a besoin d'un scénario assez rapidement. Gary Davis a plus tard admis qu'il s'agissait en fait d'une tentative de réappropriation du style narratif de l'écrivain Robert Louis Stevenson plutôt que d'une évocation de la réalité historique de cette époque. Les 4 parties de l'épisode sont perdues. Néanmoins, quelques minutes furent découvertes en Australie en 1996. En effet, lors de la diffusion à l'étranger, certains passages jugés trop violents ou inutiles furent censurés, et n'ayant pas été rendus à la BBC, ils furent sauvés de la destruction. Ironiquement, ceux qui restent de cet épisode sont justement les passages qu'on ne voulait pas montrer à l'audience, principalement les scènes de meurtre et une scène où le palefrenier du village s'enfuit à cheval. Il existe également 2 scènes making-of en couleur. Diffusé du 10 septembre au 1er octobre 1966, c'est le premier épisode de la saison 4, le dernier épisode historique du premier Docteur et son avant-dernière histoire avant son départ dans The Tenth Planet. L'épisode constituait à l'époque le taux d'audience le plus bas enregistré pour la série, avec seulement 4 millions de téléspectateurs. Cette faible audience justifia la volonté d'Innes Lloyd d'en finir définitivement avec les épisodes à caractère historique. Si certains considèrent encore cet épisode comme un épisode faible, une certaine partie de la critique moderne a par contre tendance à réhabiliter cet épisode plutôt haut en couleur et ayant une atmosphère de piraterie assez particulière. C'est pour cela que l'épisode se classe 194e sur 241 au classement des épisodes du Doctor Who Magazine. Le Docteur et ses compagnons atterrissent en Écosse durant la bataille de Culloden. Le Docteur, Ben et Polly rencontrent les Maclaren et Jamie McCrimmon, des Jacobites en guerre contre les Hanovriens. Why do we ever get mixed up in this, Doctor? I'm glad we did. I'm just beginning to enjoy myself. Down with King George! You Jacobite pigs! You don't want to feel this bayonet! Oh, enjoy yourselves. So you are for the prince after all? Il s'agit du seul épisode de la série écrit par le scénariste Elwyn Jones. Accompagné par le showrunner Gary Davis, c'est lui qui insista pour faire un épisode historique, malgré la réticence de Davis et du producteur Innes Lloyd. Capitulant devant la notoriété d'Elwyn Jones, il fut décidé que l'épisode porterait sur la rébellion jacobite et la bataille de Culloden ayant eu lieu en 1746. Le script de l'épisode, provisoirement intitulé Culloden, fut officiellement commandé le 30 août 1966. L'épisode prit le nom de The Highlanders un peu plus tard. Hélas, vu sa notoriété, Jones fut rappelé par la BBC pour écrire une autre série et Gary Davis dut finir l'épisode. Il avouera plus tard que le travail laissé par Jones était assez pauvre et qu'il a quasiment réécrit l'épisode depuis le début en s'inspirant du roman de Robert Louis Stevenson, Enlevé. Take the strain.
C'est Davis qui inventera le personnage de Jamie McCrimmon en s'inspirant des McCrimmon, une illustre famille de joueurs de cornemuse au sein du clan MacLeod, et se dit que cela pourrait en faire un bon compagnon pour le second Docteur, en dépit du fait qu'il ait vécu, avant le XXe siècle, une idée réhibitoire pour les anciens producteurs. Il s'agit du 4e épisode de la saison 4, diffusé en 4 parties du 17 décembre 1966 au 7 janvier 1967. Il remonte les audiences à près de 8 millions de téléspectateurs. Il est à la 166e place du classement des épisodes par le Doctor Who Magazine. Aujourd'hui, les 4 parties de l'épisode sont perdues. Il ne reste que des photos et l'audio des épisodes. Néanmoins, quelques secondes de l'épisode furent découvertes en Australie et rendues à la BBC par Damien Shanahan en 1996. En effet, lors de la diffusion à l'étranger, certains passages de la première partie, jugés trop violents, furent censurés. Ces 2 passages montrent Alexander en train de tuer un soldat anglais et le Docteur et ses compagnons sur le point d'être pendus. 83. Action! Quoi? Oh non, c'est le dernier point historique. Oh, profitez-en, hein. La bataille de Culloden le 16 avril 1746 à Culloden marque l'échec du 4e débarquement royaliste en Écosse et la fin des espoirs de restauration de la lignée des Stuarts sur les trônes d'Écosse et d'Angleterre, avec la fuite du prince Bonnie Charles, réduit à implorer l'aide de la jeune Flora MacDonald, une héroïne jacobite. Elle s'accompagne d'une intensification de la pression contre le mode de vie traditionnel des Highlanders, incluant les clans, les tartans, la cornemuse, etc. D'un point de vue militaire, il s'agit d'une victoire tactique des fusiliers et des canons hanovriens, ce mot est très dur à dire, n'est-ce pas, face à une armée formée principalement de Highlanders écossais issus des clans fidèles à la lignée jacobite. Pour la première fois, la spontanéité de la charge furieuse sabre au clair des guerriers jacobites sera mise en échec par la rigueur et la discipline des fusiliers du duc de Cumberland. Sous l'impulsion du 2e docteur Patrick Troughton, la production des récits purement historiques s'arrête avec The Highlander. Durant les 3 années qui suivirent, les tentatives de récits historiques allaient aboutir dans des cul-de-sac remplis d'obstacles qu'aucun scénariste n'arrive à surmonter. De plus, ces histoires s'étaient avérées impopulaires auprès du public de la série. Un certain nombre de critiques argumentaient que les épisodes dans lesquels le Docteur visitait l'histoire étaient clairement moins amusants que ses escapades dans le futur ou ses voyages sur d'autres planètes. Un autre problème, beaucoup de moments importants de l'histoire sont caractérisés par de la violence ou des massacres qu'il est impossible de montrer à 17h15 un samedi soir. Le chef scénariste Donald Tosh soutient que la véracité historique était extrêmement importante dans ces épisodes et qu'il fallait être très méticuleux sur ce point si on veut bien éduquer les jeunes. Mais ce n'est pas pour autant que Doctor Who n'est plus lié à l'histoire. The Time Meddler, par exemple, réunit tous les éléments pédagogiques auxquels les téléspectateurs pouvaient s'attendre à propos des Vikings et des invasions normandes de l'Angleterre en 1066. Mais il ne servait que de toile de fond à un récit plus science-fiction où un Time Lord essaye de détourner le cours de l'histoire. Durant les décennies qui suivirent, beaucoup d'histoires très réussies ont suivi l'exemple de The Time Meddler, en plaçant les personnages dans des contextes historiques mêlés à d'importants éléments de science-fiction. Les plus cités par les fans sont The Time Warrior, The Talon of Weng Chiang ou encore The Curse of Fenris. Après The Highlanders, il faut attendre 1982 et le 5e épisode de la saison 19, Black Orchid, une intrigue purement historique en 2 parties qui ne se base pas sur des faits précis, mais se déroule dans les années 20. Pris pour un joueur de cricket, le 5e docteur est invité avec ses compagnons par un lord du début du XXe siècle dont la belle-fille ressemble à s'y méprendre à Nyssa. Alors qu'ils sont à un cocktail dans leur demeure, un mystérieux homme semble en vouloir à celle-ci. La création d'un épisode en 2 parties est due en partie à la création du spin-off Canine & Company. La production ayant prévu du temps et de l'argent pour tourner le pilote, il ne restait plus de temps disponible pour ne produire que des épisodes en 4 parties.
Il fut décidé d'écrire un épisode en 2 parties pour combler ce manque et le scénariste Terence Dudley fut choisi car il avait travaillé assez vite sur le script de Four to Doomsday. L'idée était d'écrire un épisode d'enquête inspiré de l'univers d'Agatha Christie. Jonathan Turner, le producteur, souhaitait que chaque compagnon ait son épisode le mettant en avant, celui-ci mettant en avant Nyssa, une compagne du 5e Docteur. Diffusé le 15 et 16 février 1982, l'audience est autour des 10 millions. Il a été accueilli avec indifférence par les téléspectateurs qui étaient habitués à voir un minimum d'éléments de science-fiction. Anecdote, le docteur chante dans son bain I Want to be Happy de la comédie musicale Nono Nanette qui fut écrite en 1925. Black Orchid est à ce jour le dernier épisode historique de toute la série. Hello? Who's that? Quand Doctor Who a fait son grand retour en 2005, un nouveau type de récit pseudo-historique sur des célébrités est devenu un autre modèle important pour la série. Et on peut ainsi assister aux rencontres entre le Docteur et Charles Dickens dans Des Morts Inassouvenus, la Reine Victoria dans un loup-garou royal, William Shakespeare dans Peine d'amour gagnée, qui est d'ailleurs un petit jeu de mots avec l'une de ses pièces, Peine d'amour perdue, Agatha Christie dans Agatha Christie mène l'enquête, ou encore Vincent Van Gogh dans le magnifique Vincent et le Docteur, ou encore Winston Churchill et Adolf Hitler. Ni Russell T. Davies, ni Steven Moffat n'ont introduit des épisodes réellement historiques dans la série. C'est avec l'arrivée de Chris Chibnall en tant que showrunner que de réels épisodes historiques font leur apparition. Ils ne font pas seulement apparaître des figures historiques importantes, mais ils situent les personnages en plein dans des événements mythiques. Ces épisodes sont des vrais cours d'histoire, tous touchants et émouvants, magnifiquement bien réussis pour leur justesse historique, mais toujours avec un peu de science-fiction. Montgomery, l'Alabama, 1955. Le docteur et ses amis se retrouvent dans le sud profond de l'Amérique. Quand ils rencontrent une couturière du nom de Rosa Parks, ils commencent à se demander si quelqu'un essaie de changer l'histoire. Rosa, l'épisode 3 de la saison 11, écrit par Chris Chibnall et Mallory Blackman, qui devient la première scénariste de couleur à travailler sur la série, est une vraie perle en termes d'émotion. C'est un épisode incroyable qui traite du racisme dans les années 50. Il raconte la célèbre action de Rosa Parks qui a refusé de laisser sa place à un blanc dans un bus, le 1er décembre 1955, à l'époque où les blancs et les noirs étaient séparés dans les bus. Son acte héroïque est considéré comme fondateur des mouvements antiracistes des années suivantes. Intrigué par les récits de sa grand-mère qui a fui l'Inde, Yaz demande au docteur de l'emmener sur place en 1947 pour combler les parties de son récit qu'elle garde secrètes. Réticente, le docteur accepte, mais quelle surprise lorsqu'il voit des aliens rôder aux alentours. Écrit par Vinay Patel, Demons of the Punjab parle de la partition des Indes en 1947 qui séparera les hindous et les musulmans, créant le Pakistan. Et c'est osé de la part d'une série anglaise, puisque la partition des Indes signe aussi l'indépendance de l'Inde, qui était jusqu'alors une colonie britannique. Un épisode plus qu'émouvant qui fait encore une fois preuve de justesse historique. Je tiens à dire que la musique sur cet épisode est juste indescriptible, ça fait partie des plus belles bandes-son de toute la série. Saison 12 maintenant, on peut parler des apparitions historiques marquantes dans Spyfall partie 2, de la pionnière des ordinateurs Ada Lovelace ou encore de l'espionne résistante Noor Inayat Khan. Mais l'épisode n'est pas vraiment un épisode historique. Pareil dans The Hunting of Villa Diodati, où on rencontre entre autres Lord Byron et Mary Shelley, célèbre autrice de Frankenstein ou le Prométhée moderne. Une grande partie de la configuration de l'épisode est fidèle aux faits connus de Lord Byron, Mary et des autres durant cette nuit où ils imaginent des histoires d'horreur, y compris que l'été pendant leur séjour à la villa était inhabituellement orageux en raison de l'éruption du mont Tambora en 1815 qui a conduit à l'année sans été.
Mais dans cette saison, on retiendra vraiment Nikola Tesla's Night of Terror, écrit par Nina Métivier. Cet épisode, toujours mêlé à pas mal de science-fiction, aborde avec justesse la détresse de Nikola Tesla, célèbre inventeur extrêmement reconnu de nos jours, mais incompris à son époque. Malgré cela, tous ces épisodes gardent quand même un minimum d'éléments de science-fiction pour ne pas dérouter le public. Et malgré certains qui étaient déroutés par ces épisodes, la plupart des téléspectateurs les ont appréciés. Nous n'aurons probablement jamais de retour d'épisodes entièrement historiques, puisque ce n'est pas ce que le public actuel de Doctor Who recherche. La série évolue avec son temps. Elle a, au final, plus ou moins fait le lien avec l'histoire, puisque histoire et voyage dans le temps sont liés. Il y a encore tellement de possibilités. L'histoire ne se finit jamais, il y a toujours à raconter, à travers l'espace et le temps.